Alors, je commencerai par la première question. La période est longue, hein. Je suis arrivé à l'IUT en 68, 1900. C'était la bonne année. Les choses changeaient un petit peu hein, à l'époque. Et je suis parti en 2003. Donc vous faites le calcul, ça fait pas mal d'années. Mais entre-temps, j'avais fait mon service militaire, parce que je suis arrivé très jeune, sursitaire à l'époque. Hein. C'est une chose qui a disparu maintenant. Donc ça, c'est l'ensemble de la période. Alors tout le temps, au département Infocom, je ne l'ai jamais quitté, sauf pour créer le département TC, mais je suis resté en fait enseignant au département Infocom. Et j'ai créé quelques autres formations, mais tout en restant toujours fidèle à Infocom, parce que c'est là où je me sentais le mieux. Alors ça, c'est un vaste sujet. Si vous voulez, le chef de département, c'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui est responsable de tout, et qui peut être amené à faire les choses les plus extravagantes. Donc, bon, alors je vais donner la réponse officielle d'abord. Hein. Un chef de département, c'est quelqu'un qui veille à ce que tout tourne bien, c'est-à-dire à ce que les cours se fassent, que les étudiants soient bien accueillis, qu'il y ait des enseignants, donc il faut rechercher des enseignants, il faut trouver des collègues qui veuillent bien travailler avec vous, hein, parce que c'est quand même très important, on ne travaille jamais seul quand on fait ça. Il faut vérifier que tout se passe bien. On participe à beaucoup de réunions de coordination à l'intérieur de l'IUT, au niveau du département, des réunions qu'on provoque, hein, et au niveau de l'ensemble des départements de l'IUT, de même que sur le plan national. Donc ça fait des tâches extrêmement variées qui occupent bien les journées. Hein. Je disais souvent qu'à 5 heures du soir, je commençais ma 3e demi-journée, et ça pouvait durer assez longtemps. Et voilà, c'est un travail très, très divers et c'est ce qui en fait l'intérêt aussi. Et bien entendu, il faut aussi s'occuper des problèmes, hein, s'il y en a, essayer de les résoudre le mieux possible. Prévoir l'avenir aussi, essayer de savoir ce qui va marcher un jour, comment il faudra évoluer et anticiper cette évolution. Le meilleur souvenir, ça c'est une de ces questions à laquelle il faudrait réfléchir avant. Je dirais d'abord qu'il n'y a... Globalement, bon, j'ai du recul maintenant, et beaucoup de recul, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Ce que j'ai fait, ça a toujours marché, et quelquefois, ma grande surprise, hein, j'ai créé un département, par exemple, bon, quand je dis je, mettez toujours nous à la place, parce qu'on on travaille toujours avec une équipe, mais c'était loin d'être garanti d'avance, et beaucoup de gens autour de moi disaient, mais tu n'y arriveras jamais. Et un de mes collègues m'a dit un jour, mais on y est arrivé parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. C'est ce genre de souvenir qui vous marque. Alors, il y a des opérations, des actions d'étudiants qui m'ont beaucoup marqué parce que quand on fait quelque chose de risqué, vous vous dites la veille, ça va se casser la figure. Hein. Et puis le lendemain, vous êtes content que ce soit fait parce que ça a très bien marché. Un exemple, il y a très longtemps, un de mes collègues de l'époque qui n'est plus à l'IUT depuis très longtemps, qui s'appelait Hubert Leclerc, avait monté le forum Alsace Publicité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça s'est fait en 1985, 1983 et 85. Et en 85, ça s'est fait au mois de novembre, fin novembre, sous un chapiteau de 2500 m² qui se trouvait sur le terrain ici, qui est bien encombré le bâtiment maintenant, à l'époque il n'y avait rien. Et les étudiants avaient monté le chapiteau, prêté par la société Walter, spécialiste en chapiteaux. Bon. Et on avait tous très peur qu'il y ait un accident, et aussi que le jour de l'ouverture, personne ne vienne. La nuit qui a précédé l'ouverture, il a neigé. Au mois de novembre, ça peut arriver. Le lendemain, on a chauffé le chapiteau à plein de tubes, et la neige a fondu. Et de l'eau est rentrée par tous les trous, à 7 h du matin. Et bien à 10 h, c'était nickel, et il y a eu, je crois, 7000 visiteurs en 2 jours. Donc c'était un succès extraordinaire, avec une campagne d'affichage financée par des agences de publicité de la région, sur 350 panneaux d'affichage. Ça, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir parce que d'abord, vous n'endormez pas, vous vous dites « je suis responsable de tout ça », et ça va probablement se planter. Et puis, le soir, vous vous rendez compte que non, ça ne s'est pas planté et ça a marché. Un collègue qui a quitté l'IUT tout récemment, il vient de prendre sa retraite, qui s'appelle Jean-Luc Dreyfus, on en a parlé tout à l'heure avec cette jeune dame dont je ne me rappelle plus très bien le nom, parce qu'elle a changé de nom, figurez-vous. Je me souviens de son nom de jeune fille, par contre.
lui était un ancien commercial. Il avait commencé sa carrière par être commercial. Et il enseignait à l'IUT le marketing et la publicité. Il le faisait très très bien. C'est quelqu'un qui travaillait de façon extraordinaire. Et il n'arrêtait pas de me dire, à l'époque où j'étais chef de département déjà, qu'il y avait tout un réservoir d'emplois dans le domaine commercial. Et que peut-être on pourrait se rapprocher de ça. Et ça s'est fait en 2 étapes, ou 3 même. Hein. La première étape, c'est que nous avons un peu bricolé une des options. À l'époque, on pouvait le faire. On faisait un petit peu ce qu'on voulait dans les IUT, c'était leur force. Hein. Maintenant, tout est cadré, normé, c'est finalement un peu moins intéressant, je crois. Enfin, c'est un avis personnel, évidemment. Et nous avions créé 2 sous-options pour l'option communication. Il y en a une qui était relations publiques et communication d'entreprise. À l'époque, on parlait beaucoup de relations publiques, ça n'avait pas tout à fait le même sens que maintenant. Et l'autre option, c'était publicité, vente, distribution. Ça s'appelait PVD. Et ensuite, on a appelé ça VDP parce que PVD, ça veut dire autre chose aussi. Et ça marchait pas mal, c'est-à-dire que les publicitaires qui avaient une formation commerciale se sont mieux intégrés, et ceux qui n'ont pas réussi à faire de la pub, ben, ils ont fait du commerce. Et puis on s'est dit, on pourrait peut-être faire autre chose. Et nous avons créé ensuite une sorte d'année spéciale. Ça existait à l'époque, hein, ça menait à un bac+2, c'était en fait un diplôme d'université de technico-commerciaux export. Alors ça, c'était carrément une formation commerciale pour des techniciens, c'est-à-dire des titulaires de DUT BTS, de spécialités techniques secondaires, hein, mécanique, etc., électronique. Et ces jeunes étaient formés au commerce parce que l'économie était très demandeuse de ce profil. Et on a monté ça avec une association de commerciaux. Ça a très très bien marché pendant des années. Et c'était l'amorce de la licence commerciale actuelle du département TC. La 3e étape, ça a été la création proprement dite du département TC, qui a demandé 1 an, ce qui est très très court. Et j'avais profité un petit peu de visites au ministère, parce que j'en avais assez souvent dans le cadre Infocom, pour tâter le terrain, pour essayer de voir ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire. On a ficelé un dossier, et ce dossier a été fortement soutenu par pas mal de gens sur place, des politiques, le milieu économique aussi, et ça s'est fait donc en un peu plus d'1 an, avec un premier groupe de 28 étudiants. Et maintenant, je ne sais plus comment ils sont, plus de 300. Alors, les grilles de la pub, c'était une autre idée de ce collègue qui s'appelle Hubert Leclerc, et l'objectif, c'était d'organiser un concours national. Je ne sais plus quand c'était exactement, autour de 1985, hein, dans ces eaux-là, et donc de faire connaître davantage les IUT, parce que sur le plan de la pub, les IUT n'étaient pas aussi connus que les BTS, qui étaient plus nombreux et plus anciens. Donc nous voulions faire quelque chose pour nous faire connaître, et puis on voulait faire quelque chose aussi pour que ça bouge, hein, c'était pour ça. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que l'expression a été inventée par un étudiant qui s'appelle Jérôme Lehmann, et c'est un jeune dynamique, mais pas toujours commode. Hein. Il avait beaucoup d'idées, mais il fallait le gérer, mais celle-ci était particulièrement bonne. Et donc les grilles de la pub ont eu lieu avec, contrairement à ce qui se passe maintenant d'ailleurs, le soutien d'entreprises et des prix à gagner qui étaient très élevés. Je me souviens d'avoir négocié avec quelqu'un de la société Total qui a payé des voyages. Il y a eu un voyage, je m'en souviens mal de ça, hein, ça fait quand même très longtemps, mais je crois que c'était jusqu'à New York, pour toute l'équipe, pendant plusieurs jours. Et ensuite, il y a eu d'autres sponsors, d'autres entreprises, il y a eu la SNCF, et puis c'était devenu tellement énorme que ça s'est écroulé parce que ça coûtait trop cher. Il fallait à l'époque 200 000 francs pour monter l'opération, c'était une somme que nous n'avions pas, et donc ça s'est arrêté pour cette raison. Peut-être aussi parce que c'était toujours à Strasbourg, donc il fallait aussi que les autres IUT fassent quelque chose, et ça a donné le challenge de la pub. Ça s'est fait progressivement. Oui, bien sûr, ça a modifié beaucoup le travail. Vous savez que nous avons un département informatique à l'IUT qui existait, qui a été créé en 71, me semble-t-il, hein, donc il est un peu moins ancien que le département Infocom.
Et donc nous avions des intervenants déjà, des enseignants de ce département qui faisaient travailler les étudiants sur ordinateur. C'était très mythique, hein. Je me souviens que l'un d'entre eux disait « on va les mettre en salle machine ». Alors salle machine, c'était quelque chose, hein. On se demandait ce qui se passait dans une salle comme ça. Personne n'en savait rien. Ça ne servait d'ailleurs pas à grand-chose, parce que personne n'avait d'ordinateur à part ça. Mais ça a démarré comme ça. Et ensuite, petit à petit, nous avons équipé le département. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Et je me souviens d'un achat informatique qui a dû se faire dans les années 85, aussi dans ces eaux-là, peut-être un peu avant, grâce à une subvention du ministère que j'avais obtenue parce que j'étais président de l'Assemblée des chefs de département Infocom. Nous étions 9, hein, c'était pas une grosse assemblée, et j'avais obtenu une belle somme pour l'ensemble des départements, dont le nôtre, qui a permis d'acheter des ordinateurs. Alors si vous voulez une petite anecdote amusante, je ne sais pas si on a le temps, hein. Si je suis trop long, vous me coupez, bien entendu. Il fallait acheter français à l'époque. C'était le gouvernement Fabius qui avait décrété qu'il fallait acheter français. Et or, sur le marché français, il n'y avait pas tellement grand-chose. Il y avait Thomson, qui ne fait plus d'ordinateur maintenant. Et les Thomson, ils n'étaient pas terribles et coûtaient un petit peu plus cher que les Olivetti, qui étaient italiens. Et j'étais en relation avec plusieurs commerciaux, dont un particulièrement débrouillard qui m'a dit « Mais vous voulez des Olivetti, vous voulez que ce soit français? Écoutez, je vous les livre dans des cartons Thomson, vous aurez des Olivetti à l'intérieur, je vous fais une facture d'Olivetti, et c'est comme ça que nous avons eu des Olivetti. » Ça s'appelait des Persona 1600, et c'était toute une salle, il y en avait une quinzaine. Alors c'était pas pour le plaisir de tricher, mais c'est tout simplement parce que c'était mieux, moins cher, et donc il fallait bien trouver une solution. Ceci dit, à la même époque, un jour je suis allé au ministère, qui se trouvait rue Dutot à Paris, et comme il n'y avait personne, c'est 10 h du matin pour les Parisiens, c'est très tôt, hein. Il n'y a que les provinciaux qui arrivent à cette heure-là, parce que leur train arrive à des heures impossibles. J'entendais une imprimante dans un coin qui travaillait toute seule, et j'ai ouvert la porte. C'était une Apple. Donc visiblement tout le monde n'achetait pas français, même là-bas. Alors je me suis senti un peu difficile parce que nous avions des besoins et nous n'avions pas les moyens pour les satisfaire. Donc c'était très difficile sur le plan financier notamment. C'était difficile aussi parce que c'était récent tout ça. La communication à l'époque, le département a été créé en 67, personne ne savait très bien ce que c'était. Ce qu'on appelait la documentation, donc l'ancêtre de votre option INO, hein, on ne connaissait pas très bien non plus, c'était difficile. Et les choses, par contre, nous avions des étudiants extrêmement motivés, très débrouillards, qui venaient parce que l'IUT était différent, donc il y avait quand même quelque chose de très intéressant, et ce sont des gens qui se sont placés à des postes quelquefois très très intéressants. Ensuite ça a évolué, on a été aussi plus nombreux, on a eu plus de moyens petit à petit, et maintenant je crois que les moyens sont nettement supérieurs, bien que ça ne soit sans doute pas extraordinaire non plus. Donc il y a eu une amélioration sur ce plan-là. Mais ce qui s'est un peu perdu, c'est la mentalité pionnier. Au début, on avait vraiment le sentiment de construire quelque chose, et nous le faisions, hein, nous le faisions. En travaillant quelquefois, mais de façon absolument ahurissante. On y passait, il m'est arrivé de quitter l'IUT à 4 h du matin, et de recommencer le lendemain le plus tôt possible. Donc on ne comptait pas les heures, et ce qui comptait, c'est que ça marche, hein, c'est que quelque chose se passe. Et ça, c'est une motivation très puissante. Et j'ai l'impression que maintenant, ça n'est plus tout à fait la même chose, parce que la structure est en place, elle est solide, costaud, bon, ça ne bouge plus, ou ça bouge moins facilement, disons. Nous étions stimulés énormément au début, on l'est un petit peu moins maintenant. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les étudiants, forcément. Vous n'êtes pas comme ceux d'il y a 50 ans, évidemment. Ils étaient très différents, ils n'avaient pas les mêmes lacunes que vous. Ils étaient peut-être un petit peu moins ouverts, hein, parce que maintenant vous avez tellement de sources d'informations. Globalement, les étudiants ne sont pas plus bêtes aujourd'hui qu'autrefois, hein, ça c'est clair, c'est évident. Par contre, ils ne savent plus écrire, bon, tout le monde s'en plaint, ça se voit à l'œil nu, hein, c'est une évidence. Alors que il y a
pas mal d'années, hein, on a eu des étudiants qui, eux, savaient, dont certains sont devenus de brillants journalistes, bon, il y en a qui deviendront certainement de brillants journalistes des promotions actuelles, hein, mais il me semble que du point de vue des connaissances de base, vous êtes plus fragile, pour des raisons qu'on peut analyser, ce n'est pas votre faute à vous, hein. Bon, on est toujours responsable de tout, mais il y a eu une évolution de l'école globalement qui est ce qu'elle est, qui, à mon sens, a des côtés catastrophiques. Il faut bien le reconnaître. Donc ça a changé. Les étudiants ont certainement changé beaucoup. De la même façon que les gens, globalement, ont changé en 50 ans. C'est évident. Communication, hein, ça ne s'appelait pas communication, mais le commercial était présent. Le commercial, c'est-à-dire la publicité. Et après, cette orientation s'est accentuée grâce à ce collègue dont je vous citais le nom, qui s'appelle Jean-Luc Dreyfus, qui était un remarquable enseignant de publicité. Il faisait des études de cas extraordinaires, dont les étudiants ne sortaient pas tout à fait indemnes, hein. On y entrait sous une certaine forme, on en sortait différent. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça marchait bien. Donc on s'est rapproché forcément des agences de ce milieu-là. Et ensuite, par rapport au commerce proprement dit, vous savez, les frontières entre la publicité et le commerce sont ténues, et il faut bien dire que ce sont les étudiants qui ont fait probablement le choix avant nous. Quand ils ne trouvaient pas d'emploi en matière de communication, très souvent ils trouvaient ailleurs, et notamment en commerce. Je peux vous raconter une petite anecdote amusante. J'ai connu un garçon qui était un peu pénible, hein. C'était des caractères à l'époque, hein, mais pas toujours facile à gérer. Et ce garçon m'a envoyé, après les jurys de fin d'année, il m'a envoyé une lettre, pas tout à fait d'injure, mais on n'était pas très loin. J'étais directeur des études à l'époque, parce qu'avant d'être chef de département, pendant 7 ans, j'étais directeur des études. Donc c'est celui qui faisait l'emploi du temps à l'époque, un gros travail aussi qui a été depuis mieux réparti. Et cette lettre portait sur une vétille, où j'avais défendu un point de vue dans un conseil pour l'achat d'appareils, je ne sais plus très bien de quoi, et lui n'était pas d'accord, donc il m'a envoyé une lettre. Voilà. Je lui ai répondu, comme je réponds toujours, et de façon tout à fait courtoise. Bon, incident clos pour moi, totalement oublié. Et un jour, j'étais devenu chef de département entre-temps, je vois débarquer un monsieur cravaté, manifestement bien dans sa peau, bien dans sa vie. Il se présente, c'était mon étudiant. Et il me dit, écoutez, monsieur Diebold, je viens vous voir parce que j'ai gardé un très bon souvenir de mes études à l'IUT. Je commencerai par vous prier de m'excuser d'une bêtise que je vous ai envoyée un jour, que j'ai toujours regretté par la suite. Je l'ai écouté, n'en parlons plus. Puis, faut avouer, est à moitié pardonné, même totalement. Et ce monsieur était devenu directeur commercial d'une entreprise de lunetterie, directeur export d'une entreprise de lunetterie. Alors, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir comme ça, indépendamment de ce petit événement, hein, qui est un peu désagréable, vous vous dites quand même, pour qu'il ait obtenu un poste comme celui-là, il a dû être un peu préparé à chercher, à trouver, et puis c'est à partir de parcours comme cela qu'on s'est orienté un petit peu plus vers le commerce. Il y avait une autre raison à la création d'un département commercial, c'est que dans le bâtiment où se trouve encore le département Infocom, il y avait énormément de places. Il y avait beaucoup de salles vides qu'on avait remplies n'importe comment, il y avait des cartons jusqu'au plafond, des trucs comme ça, c'était dangereux en plus. Et donc on a pu créer ce département sans trop de problèmes. Les élèves, oui, avec quelques-uns bien sûr, hein, pas la grande masse, parce que il doit y en avoir plusieurs milliers quand même, donc on a du mal à retenir les noms. Oui, il y a quelqu'un avec qui je suis en contact, c'est Thierry Danet, qui est le patron de la laiterie, la salle de concert, et dont j'ai créé le premier poste, parce que nous avions créé une radio aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et oui, Radio Campus, cette radio existe toujours, ça s'appelle Radio en construction, et c'est ce Thierry Danet qui s'en occupe. Alors lui, je vais lui remonter les bretelles parce qu'il ne se manifeste plus depuis quelque temps, mais je sais pourquoi. Il a énormément de travail, il organise à peu près 250 concerts par an. Et alors, est-ce qu'il fait de la communication, est-ce qu'il fait du commerce? La question se pose à peine.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien revoir de temps en temps. Avec d'anciens enseignants, oui, j'ai beaucoup de contacts. Vous savez, nous étions une famille. Euh, Si j'ai un problème grave, je m'adresse plutôt à un ancien collègue de l'IUT qu'à quelqu'un de ma famille. Parce qu'il est plus proche déjà géographiquement, c'est une raison. Mais aussi parce que psychologiquement, je sais qu'il va m'aider. Et nous étions totalement soudés, avec des disputes à l'occasion, comme dans les familles. Hein. C'était pas toujours pacifique, on n'était pas toujours d'accord. On a eu des réunions très très orageuses. Mais il en est toujours sorti quelque chose avec une précaution qu'on prenait toujours, qui était de ne pas se blesser personnellement. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter, on peut se chamailler, mais il ne faut pas aller trop loin. Et cette précaution, en tant que chef de département, je l'ai toujours prise et on m'a toujours rendu l'appareil. Et ça, c'est important.